Bonjour, je m'appelle Hélène. Je travaille pour l'Association forestière de la vallée du Saint-Maurice. L'Association forestière a pour rôle d'éduquer, de sensibiliser et d'informer les gens sur l'importance des arbres. Notre valeur est de faire rayonner la forêt. Dans cette présentation virtuelle, je vous présente un atelier sur les insectes de nos forêts. Maintenant, je te pose une question. Que connais-tu sur les insectes de nos forêts? Eh oui, il y a des insectes pollinisateurs, comme les abeilles et les papillons. Il y a aussi des insectes décomposeurs ou recycleurs, c'est-à-dire que c'est des insectes qui décomposent le bois et la matière organique. Et il y a aussi des insectes qui servent de nourriture aux chauves-souris, aux poules, aux oiseaux, même aux reptiles. Il y en a aussi qui peuvent servir de ressources alimentaires pour les humains. Et oui, exemple le criquet. On peut les mettre en poudre. En avez-vous déjà mangé? Il y a aussi certains produits dérivés des insectes. Tu connais le miel, la soie, de la teinture, etc. La plupart des insectes nous sont bénéfiques et utiles en jouant un bon nombre de rôles écologiques. Savais-tu que seulement 1% des insectes sont nuisibles? Ces insectes deviennent nuisibles lorsqu'ils sont en grande quantité et qui causent des dommages aux forêts ou lorsqu'ils nous piquent. Dans cette diapositive, nous voyons un insecte qui a mangé la feuille. On appelle ça un insecte squeletteur. À droite, il y a un insecte piqueur. Et en bas, c'est un insecte qui fait des trous dans la feuille. On appelle ça un insecte broyeur. Le premier insecte nuisible que je veux vous présenter, il est bien connu au Québec et il cause de nombreux dommages à nos forêts. Et oui, il s'agit de la tordeuse des bourgeons d'épinette. La tordeuse est un insecte défoliateur, c'est-à-dire qu'il se nourrit de feuilles des arbres. Regardons ensemble cette vidéo. La tordeuse des bourgeons de l'épinette pose une menace pour les forêts et les industries forestières de l'Est de l'Amérique du Nord. Lors de la dernière infestation importante dans les années 1970 et 80, plus de 50 millions d'hectares ont subi des dommages. Il y a actuellement une infestation au Québec et les populations de tordeuses des bourgeons de l'épinette sont en hausse au Nouveau-Brunswick. Les scientifiques de Ressources naturelles Canada étudient la tordeuse des bourgeons depuis des décennies. Dans le cadre d'une collaboration sans précédent, des scientifiques, des gouvernements, des universités et des intervenants de l'Est du Canada et des États-Unis ont formé le Partenariat pour une forêt en santé afin d'agir de façon proactive pour traiter et protéger la forêt contre les dommages causés par la tordeuse des bourgeons. Comme les infestations majeures de tordeuses des bourgeons dans les forêts de l'Est du Canada jouent un rôle important, nous faisons tout notre possible pour les prévenir à l'aide d'une stratégie d'intervention précoce. Voilà donc la raison pour laquelle nous avons mobilisé cette solide équipe de membres de l'industrie, d'universités et du gouvernement afin de travailler ensemble en vue de trouver une nouvelle approche pour prévenir les infestations à grande échelle. Les résultats obtenus au Québec ces dernières années ont démontré que lorsque les populations de tordeuses des bourgeons sont à un très bas niveau, les mâles ont de la difficulté à trouver des femelles et le taux de reproduction est faible. D'où l'idée d'une stratégie d'intervention précoce afin de détecter les points chauds par une surveillance très intensive de la forêt, ce qui permet de repérer les endroits où il commence à y avoir plus de tordeuses des bourgeons, puis de s'y rendre et d'utiliser les outils dont nous disposons afin d'intervenir dès le début et ainsi essayer de ramener la population de tordeuses des bourgeons à de faibles niveaux.
Les chercheurs mettent actuellement à l'essai de nouvelles options et technologies de traitement qui pourraient donner aux gestionnaires des forêts un coffre à outils mieux garni afin de lutter contre les infestations de tordeuses des bourgeons. Il s'agit d'une nouvelle approche de gestion des infestations de tordeuses des bourgeons qui consiste essentiellement à contrôler les points chauds tout le long de la ligne de progression de l'infestation. Nous espérons que cela ralentira, voire même évitera la propagation de l'infestation. Même si les résultats sont encore préliminaires, nous avons assez bien réussi à contrôler les populations, du moins localement, le long de la ligne de progression de l'infestation. Les scientifiques sont également d'avis que l'une des clés de la lutte contre les infestations de tordeuses des bourgeons est l'utilisation de phéromones. Les phéromones sont des composés chimiques de modification du comportement qui sont produits naturellement et qui, sous forme synthétique, peuvent être mis dans des pièges afin d'attirer les insectes et de les détecter, ainsi que pour perturber leur processus d'accouplement. Ce produit chimique est enregistré en vue de son utilisation contre la tordeuse. Nous mettons au point cette technique en tant que façon relativement sans danger pour l'environnement de contrôler les populations d'insectes à de très faibles densités. La tordeuse est actuellement en faible densité et nous avons donc l'occasion unique de mettre cette technologie à l'essai afin de lutter contre elle. La stratégie d'intervention précoce vise également à obtenir une meilleure compréhension de la tordeuse des bourgeons de l'épinette, soit son mode de vie, ses prédateurs et comment elle se comporte et survit dans la forêt. Ressources naturelles Canada utilise le codage à bord de l'ADN afin d'aider à identifier les organismes faisant partie du complexe alimentaire de la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Cela nous permet de comprendre qui est qui mange qui et la façon dont ces divers insectes interagissent entre eux. Le tableau d'ensemble nous permet de mieux comprendre tous les participants du réseau alimentaire et ainsi mettre au point de meilleures options de gestion de la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Les scientifiques du ARN-CAN et nos nombreux partenaires continueront de chercher des solutions novatrices contre l'infestation de tordeuses des bourgeons de l'épinette dans l'Est du Canada. La tordeuse des bourgeons d'épinette est nuisible de la fin avril au début mai. Attirées par la lumière, les jeunes chenilles se dirigent vers les extrémités des branches. Elles mangent des fleurs, des bourgeons et les nouvelles pousses. Elle va tisser des fils de soie pour y demeurer jusqu'à la fin juin et se nourrit des aiguilles. Tout comme l'insecte précédent, les chenilles attentes sont également des insectes défoliateurs. Sur la photo, en haut, nous avons la livrée des forêts. Au milieu, la livrée d'Amérique. Et en bas, la chenille de la tordeuse du cerisier. En avez-vous déjà vu? Effectivement, un arbre infecté par les chenilles attentes est très facile à reconnaître. On aperçoit une tente de soie. Cette tente de soie est leur maison et les chenilles se nourrissent de bourgeons et de fleurs. Le dernier insecte nuisible que j'aimerais vous présenter est l'agrille du frêne. En avez-vous déjà entendu parler? On va regarder un petit vidéo sur l'agrille. La grille du frêne est un insecte de l'ordre des coléoptères, en fait de la famille des Buprestidés, 14 à 18 mm de long, vert métallique. On croit qu'il était introduit accidentellement par le transport de marchandises via la cale des bateaux. Donc, la grille du frêne a été découverte ici en Amérique du Nord en 2002, à Windsor et à Détroit, en fait, 2 villes voisines. La grille sous nos latitudes va émerger environ au début juin. Ça prend environ 2 semaines. Les adultes vont aller se poser sur la cime des frênes, commencer à se nourrir des feuilles, pour ensuite s'accoupler. Et les femelles vont alors pondre les œufs sur les frênes, en fait. Et c'est vraiment sous l'écorce là, que les larves, c'est vraiment les larves qui vont causer des dommages aux frênes en se nourrissant d'une couche.
en fait, qui est très importante pour l'arbre, qui permet à la sève, en fait, élaborée de circuler. Donc, la sève qui transporte tous les éléments nutritifs pour fabriquer des feuilles. Les larves creusent des galeries dans cette couche-là, ce qui va causer la mort peu à peu de l'arbre parce que l'arbre, la sève ne pourra plus circuler dans ses tissus. Donc, la larve, à la fin de l'automne, va commencer sa métamorphose pour le printemps suivant donner naissance à un adulte qui va émerger encore une fois au mois de juin. Une femelle à grille peut pondre environ 50 à 300 œufs. À partir du moment où l'arbre devient fortement infesté, tous ses voisins, eux, vont périr beaucoup plus rapidement parce que les populations d'agrille vont être beaucoup plus élevées, ce qui va causer une mortalité très rapide là, des frênes. C'est un insecte qui est transporté souvent par le bois de frêne infesté. Donc, c'est vraiment primordial, là, si on veut lutter contre cet insecte-là, de contrôler le bois qui est issu de l'abattage des frênes, s'assurer qu'il ne sera pas transporté justement sur le territoire. Ici, sur l'image, on peut apercevoir les signes de la présence de l'agrille du frêne. En haut, on voit que la cime est éclaircie. Ça, c'est-à-dire que les feuilles ont été mangées. Il y a aussi des galeries sous l'écorce en forme de S. Aussi, il va y avoir des nouvelles pousses sur le tronc. On va apercevoir aussi des petits trous en forme de D. Puis aussi, l'écorce peut fendre. Alors, il faut être alerte à tous ces signes, car l'arbre peut être infecté de ce petit insecte. Maintenant, nous allons démystifier les différences entre une abeille versus les guêpes. Une abeille est beaucoup plus petite que la guêpe. Son corps aussi est velu. Ça veut dire qu'elle possède du poil. Sa taille aussi est beaucoup moins élancée que la guêpe. C'est pour ça qu'on dit avoir une taille de guêpe. Les abeilles aussi ne sont pas attirées par la nourriture et piquent très rarement. Contrairement à la guêpe, elle explore ton assiette, les poubelles et elle n'hésite pas à te piquer lorsqu'elle se sent dérangée. Une autre caractéristique, une abeille pique seulement une seule fois. Son dard est muni de petits crochets qui ne peuvent pas ressortir de ta peau. L'abeille meurt après la piqûre. Tandis qu'une guêpe peut piquer plusieurs fois. Son dard est lisse. Les abeilles construisent des nids de cire. Les abeilles s'installent volontiers dans une ruche. Comment nomme-t-on la personne qui s'occupe des ruches? Eh oui, c'est un apiculteur. Sur cette image, on voit des ruches en pleine nature. Regardons ensemble le nid de la guêpe. Comment nomme-t-on le nid de la guêpe? Un guêpier ou nid de papier. De près, nous apercevons les alvéoles et les larves de guêpe à différents stades de croissance. Les prochaines diapositives sont des vidéos sur les étapes de fabrication d'un nid de guêpe et le second est une autopsie d'un nid de guêpe. Bon visionnement!
Bonjour à tous, je suis votre expert anti-nuisible. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer tout de suite, je viens de faire un nid de guêpe, il est encore tout frais de ce matin. On voit ça ensemble, regardez. Hop là, je l'ai mis ici. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu de nid de guêpe de leur vie, ça se présente comme ceci, d'accord? Donc généralement, autour d'un nid, on trouve ça. Donc en fait, c'est ce qui sert à protéger le nid. Vous voyez, ça fait comme une sorte de ballon de basket. Et à l'intérieur, on retrouve les galettes. Ce qu'on appelle des galettes, donc c'est ça, hein, vous voyez. Voilà, il y a plusieurs étages dans un nid de guêpe. Là, notamment, il y en a 3. Et on voit ici, donc vous voyez ici les alvéoles. Les alvéoles, et quand on regarde de plus près, regardez, vous voyez les petits trucs qu'on voit, les petits points à l'intérieur des alvéoles, ce sont des œufs. Ensuite, les œufs vont se transformer en larves, comme ici. Et ensuite, les larves vont se transformer, regardez ici, et je vous mens pas, regardez, elle est peut-être sur le point de sortir, vous voyez. Et forcément, ça fera des guêpes. Vous voyez, c'est quand même bien fait. Et tout de suite, sans plus attendre, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter la reine. Elle est ici. Boum. Voilà, voilà. Donc au niveau de la taille, hein, bah regardez, si je la prends, je la mets à côté des autres, il n'y a pas photo. Hein. Regardez-moi ce monstre. Regardez-moi ce monstre. Vous voyez la différence? Donc là, la reine, bah, elle est morte, forcément. Donc le nid est détruit. Voilà. Alors pour ceux qui se demandent comment c'est fabriqué tout ça, eh bien tout simplement, les guêpes vont à l'extérieur. Elles prennent du bois qu'elles mâchent, donc au niveau des troncs d'arbres, etc. Et ensuite, elles en font une sorte de pâte. Et c'est avec ça qu'elles construisent leur nid. Tout ça, ce que vous voyez, c'est du bois. Regardez, il y a même plusieurs couleurs différentes. Vous voyez? C'est incroyable. Mais c'est très friable, hein, vous voyez, je fais ça, ça part en miettes. Hein. Vous voyez? Donc là, on a des larves, est-ce qu'on en a des vivantes? Bah regardez, on va peut-être assister à une naissance. Il y en a une qui sort là. Vous voyez, les guêpes, elles essaient de sortir. Hein. Voilà, c'est assez impressionnant pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir ça. C'est encore plus impressionnant quand on l'a vraiment en face de soi. Vous voyez là? Elles vous disent bonjour. Et ça, c'est une variété de guêpe qui est très agressive. Hein. Honnêtement, moi je l'ai fait avec une combinaison, bien sûr, hein, mais très agressive. Hein. Vous voyez? Bon là, elle se demande un peu ce qui se passe. Hein. Forcément, là, elle est toute seule, elle n'a pas vraiment de raison d'attaquer, quoi. Mais vous voyez ici, c'est incroyable. C'est assez incroyable. Et vous voyez la reine, c'est du costaud. C'est du costaud. Donc c'est la reine qui pond les œufs. Hein. Elle reste à l'intérieur du nid, elle pond les œufs. Et les ouvrières, donc celles qui sont à l'extérieur, sont chargées de ramener la nourriture pour nourrir les larves, qui à leur tour deviendront des guêpes. Voilà, donc là on peut dire que c'est un nid ouais, relativement de petite taille. Voilà, il est quand même de petite taille. J'ai déjà fait des nids, j'en ai déjà fait un de plus d'1 mètre. J'ai dû le découper à la scie carrément. Hein. Donc voilà, donc surtout on ne plaisante pas avec les guêpes. Et si vous avez un nid de guêpe, s'il vous plaît, faites appel à un professionnel. Commencez pas à bidouiller, commencez pas à acheter des bombes dans le commerce, c'est très dangereux. D'ailleurs moi je n'en propose pas. Je veux pas être, voilà, je veux pas vous mettre dans une position dangereuse. Il faut se protéger, il faut avoir de l'expérience et c'est vraiment ça quoi. Donc ne prenez pas le risque de le faire vous-même. Voilà, moi j'ai déjà vu des accidents. Chaque année il y en a, ça se répète. Donc il y en a même qui foutent le feu, etc. Enfin bon. Vaut mieux pas risquer ça avec ça. Appelez un professionnel dans votre région, il fera le boulot et vous serez tranquille. Et avant de vous quitter, je vais vous dire aussi quelque chose. Il y a certaines assurances habitation qui prennent en charge le coût d'une destruction d'un nid de guêpe. Renseignez-vous. Sur ce, je vous laisse. Allez, bonne journée, à bientôt. Maintenant, j'aimerais qu'on se concentre un petit peu plus sur les abeilles pour en apprendre davantage. Voici donc une vidéo d'à peu près 30 minutes pour démystifier les abeilles. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a une abeille. Mais alors, c'est sympa une abeille. Mais ça pique une abeille. Mais non, c'est sympa, puis en plus, ça fabrique du miel. Oh, c'est malin, tu l'as chassé. Allez, Marcel, suis l'abeille. Dardard.
doucement, petite abeille, attends-moi. Attends-moi, tu vas nous conduire directement à tes réserves de miel. Ah, doucement, attends-moi. Attends-moi. Mais non, attends-moi. Oh bah non, Jamy. Elle est partie. Elle est rentrée dans sa ruche. Et en tout cas, je peux te dire que ça, c'est pas une abeille sauvage, c'est une abeille domestique car elle habite dans des ruches qui ont été construites par l'homme pour produire du miel. Tiens, là, voilà. Oh non, ouais. Oh là, c'est quoi ça? C'est pas une abeille, ça, Jamy? C'est quoi? Mais c'est énorme. C'est un bourdon, un frelon. Attention, tout ce qui bourdonne n'est pas abeille. Alors comment s'y retrouver? Eh bien, l'abeille domestique se reconnaît à sa couleur brune et à ses rayures jaune-brun sur le dos. Elle n'est pas très grande, aux alentours d'1,5 cm. La guêpe est beaucoup plus grande, 2 cm à 2,5 cm. On la reconnaît à sa taille serrée, d'où l'expression taille de guêpe, et également à ses grosses mandibules, parce qu'il lui arrive de manger de la viande. Le frelon, alors lui, il est beaucoup plus gros, 3 cm à 3,5 cm. Il a également une taille serrée. Attention, ce n'est pas le mâle de la guêpe, c'est une espèce à part entière. Enfin, le bourdon, alors lui, il est tout velu, tout trapu, tout rond. Et on le reconnaît aussi à son bruit de vieil avion. Alors, le bourdon, le frelon, la guêpe et l'abeille ont malgré tout des points communs. Et notamment, ils piquent. Et quand je dis ils, elles, puisque seules les femelles sont munies d'un dard à l'arrière de l'abdomen. Ça, c'est une abeille mexicaine. Elle vit toute seule comme beaucoup d'abeilles. Lui, c'est le bourdon. Il est très pacifique et il produit un petit peu de miel pour sa famille. Les guêpes et les frelons ont mauvaise réputation. Pourtant, ils sont très utiles. Ils nettoient la nature en mangeant des cadavres d'insectes et d'animaux. Ils vivent en société dans des nids en papier. Ils les fabriquent d'ailleurs à partir du bois. Et saviez-vous que seules les colonies d'abeilles à miel survivent d'une année sur l'autre grâce à leurs réserves de miel? Eh oui. Et Jamy, je me sens quand même beaucoup plus en sécurité avec une vareuse. D'ailleurs, je vous conseille de ne jamais approcher une ruche sans ce genre d'équipement. Alors, une ruche, comme celle-ci par exemple, elle peut contenir à la fin du printemps jusqu'à 80 000 abeilles, ce qui permet de produire en une saison entre 20 et 30 kilos de miel. Ça, c'est variable en fonction des abeilles, en fonction de l'endroit où l'on est. Et n'ouvrez jamais une ruche non plus, ça c'est le travail des apiculteurs. Alors pourquoi on leur envoie de la fumée comme ça? Parce que c'est la fumée qui les tient calmes et grâce à la fumée, on peut ouvrir une ruche en toute sécurité. D'accord. Alors, une ruche est composée comme ça de plusieurs rayons et sur ces rayons, on trouve des alvéoles de cire. Dans ces petites alvéoles, on trouve ou des petites abeilles ou du miel. Là, il y a surtout des petites abeilles. Et il y a des abeilles des deux côtés du rayon. Ça, c'est une ruche qui a été complètement fabriquée par l'homme. Je peux le prendre? Le rayon, voilà, comme ça, par les extrémités. Il a été complètement fabriqué par l'homme, mais en réalité, dans la nature, les colonies d'abeilles sont constituées, organisées exactement de la même façon. Tiens, Jamy, regarde ça. Absolument. Tous les nids sont divisés en rayons. D'ailleurs, voici un nid fabriqué dans la nature par les abeilles. On distingue très bien les rayons. Alors, naturel ou pas, tous ces rayons sont organisés de la même façon. Au centre, il y a le couvain. C'est la pouponnière, l'endroit où les larves, les futures abeilles, vont se transformer. Et puis autour, le garde-manger, avec d'abord les réserves de pollen, puis un peu plus loin, les réserves de nectar. Alors les abeilles vont d'un rayon à l'autre en passant par en bas. La taille du couvain varie en fonction du rayon. En fait, plus on s'approche des extrémités de la ruche, plus le couvain est petit. En fait, quand on observe une ruche en coupe, eh bien on s'aperçoit que le couvain forme une boule. Les rayons qui sont situés aux extrémités ne contiennent que du miel, tout simplement parce que les larves qui sont dans le couvain doivent être protégées du froid. Ça sent drôlement bon. Puis alors, c'est extraordinaire parce que c'est drôlement léger un rayon. C'est normal, Jamy, que ce soit léger, car dans un rayon de ruche, il y a essentiellement de la cire. Et ce sont les abeilles qui construisent toutes ces petites alvéoles de cire. Si on veut en avoir la preuve, d'ailleurs, on va sortir un rayon en construction, là. C'est lequel, celui-ci? Voilà. Alors justement, ici, on a un rayon exactement comme les abeilles le construiraient si on était dans un tronc d'arbre creux ou dans une fenêtre derrière des volets. Dans la nature. Voilà. Et combien de temps elles vont mettre pour construire tout le rayon? Oh, elles vont mettre 3-4 jours si ça va bien. Là, elles viennent juste de commencer. On voit la chaîne d'abeilles cirières qui sont pendues au bout du rayon. Et non seulement elles construisent toutes ces petites alvéoles, en plus de ça, elles produisent elles-mêmes la cire. Oui, oui, venez voir. Et oui, les abeilles produisent leur cire. Alors comment font-elles?
Sur leur abdomen, elles ont des glandes ciliaires. Oui. Et lorsqu'elles sont âgées de 15 jours environ, ces glandes se développent et elles sécrètent de la cire. Oui. Et cette cire est présente sous forme de petites plaques. On peut le voir? Bien sûr. Montrez-moi. Avec une loupe, c'est encore une mieux. petite plaque de cire que je viens de sortir de la glande ciliaire. Ça fait une petite écaille. Et avec ça, ensuite, elles peuvent construire les alvéoles. Voilà, elles les malaxent et elles les agglomèrent au rayon lors de la construction des rayons. D'accord. Alors, il faut préciser quand même que dans la nature, les abeilles peuvent construire toutes les alvéoles, produire toute la cire. En revanche, dans une ruche domestique, c'est un peu différent. On leur donne d'abord des rayons un peu préfabriqués, comme ça, avec déjà de la cire. Elles n'ont plus qu'à terminer le travail, car les apiculteurs se sont rendus compte que pour produire de la cire, les abeilles mangeaient beaucoup de miel. Ça finissait par plus être rentable. Il n'y en avait plus pour nous. Enfin, plus suffisamment, quoi. Alors, toutes les alvéoles ont 6 côtés. Ce sont des hexagones. C'est la structure parfaite pour contenir le maximum de miel en utilisant le moins de cire possible. Mais comment elles font? Il y a des abeilles primitives qui ne construisent pas de façon aussi régulière. Et puis, au cours de l'évolution, certaines abeilles ont appris à mieux construire de façon plus économique et nos abeilles ont conservé ce caractère. Ce caractère est transmis de génération en génération dans leur patrimoine génétique. Les parois des alvéoles font moins d'1 millimètre d'épaisseur et pourtant c'est du solide. Un rayon peut contenir jusqu'à 2 kilos de miel. Regardez la grosse alvéole là, c'est celle d'un bébé renne. Les abeilles, ce sont des petites bêtes qui vivent en société. Alors que trouve-t-on à l'intérieur d'une ruche? Moi j'ai pris une ruchette de laboratoire, c'est plus facile pour les observer. Alors on trouve d'abord les ouvrières. Les ouvrières sont uniquement des femelles, ce sont les plus nombreuses. Il y en a des dizaines de milliers. Ce sont elles qui font tout le boulot. Mais on trouve aussi des mâles. Regardez, ils sont un petit peu plus gros, mais eux, ils ne font absolument rien et ils sont nettement moins nombreux puisqu'on en trouve seulement quelques centaines. Et surtout, il y a la reine. Ici, on l'a marquée avec un point blanc pour pouvoir la reconnaître. La reine, c'est la mère, c'est elle qui a donné naissance à toutes les abeilles de cette ruche. Elle passe son temps à pondre et elle ne sort jamais de la ruche, enfin exceptionnellement pour le vol nuptial. Mais vous allez voir, une vie de reine, c'est pas drôle du tout. Une semaine après sa naissance, elle s'accouple en vol avec une dizaine de mâles. Ouf! De retour à la ruche, elle est privée de sortie et ne fait plus que pondre des œufs, jusqu'à 2000 par jour en été. La reine garde les spermatozoïdes dans une réserve, la grosse boule blanche là. Si elle libère un spermatozoïde pour féconder l'œuf, elle aura une fille. Sans spermatozoïde, elle aura un garçon. 3 jours après la ponte, l'œuf est clos pour donner naissance à une larve. En une bonne semaine, elle se métamorphose en nymphe. Cette nymphe va grandir dans son alvéole pour devenir une abeille. 3 semaines après la ponte de l'œuf, elle est prête à sortir. Mais il lui faut d'abord casser l'opercule de cire. Ouf, c'est dur. Allez, courage! Et Jamy, vite, vite, viens voir. Il y a une abeille qui est en train de naître. Regarde, elle sort la tête. Ah ouais, je peux même te dire que c'est un mâle, car il a des gros yeux et l'alvéole est un peu plus grosse que pour les femelles. Et hop, libéré. Alors au départ, les mâles, ils ont plutôt la belle vie. Ils ne travaillent pas, ils se font nourrir, ils ont juste à aller féconder les reines des ruches voisines. Mais après, à l'automne en particulier, ça commence à se compliquer pour eux, car comme ils ne servent pas à grand-chose, les ouvrières vont les chasser de la ruche et ils iront mourir de faim ou mourir de froid un peu plus loin. C'est pas sympa parce qu'ils sont très gentils, les mâles. Ce sont les seuls qui ne piquent pas, ils n'ont pas de dard. Tiens, Jamy, tu peux le toucher, hein? Ils sont peut-être gentils, mais les filles ont un emploi du temps très chargé. Et en plus, elles changent plusieurs fois de métier au cours de leur vie. D'abord, elles font nourrice. Elles alimentent les larves avec de la gelée royale qu'elles fabriquent elles-mêmes pendant 3 jours. Au-delà, avec une bouillie faite de pollen et de nectar. Au passage, si la reine vient à disparaître, il faut absolument la remplacer, très vite. Par conséquent, le régime gelée royale va se prolonger pour une dizaine de larves. C'est le signal pour qu'elles se développent en reine et non en ouvrière. À partir du 10e jour, l'abeille fabrique de la cire. Elle devient bâtisseuse. Puis elle change encore de métier et devient magasinière. Elle est chargée de récupérer le nectar que lui rapportent les butineuses et elle va le stocker dans des alvéoles. C'est elle qui fabrique le miel. Et puis, à partir du 21e jour, elle devient butineuse. Concrètement, elle s'envole, quitte la ruche et s'en va récolter du nectar et du pollen.
Allez les butineuses à table, je vous ai amené des fleurs. Elles sont très bonnes mes fleurs. Voilà les filles, installez-vous tranquillement. En fait, il y a deux choses qui attirent les abeilles dans les fleurs. La première chose, c'est le nectar. C'est le liquide sucré qui leur donne de l'énergie. Et c'est aussi avec le nectar d'ailleurs qu'elles vont produire du miel. La deuxième chose, c'est le pollen, car le pollen contient les protéines. C'est un petit peu le beefsteak des abeilles. En attendant, Jamy, je me demande bien comment elle fait pour ramasser tout ça et en plus pour le transporter jusqu'à la ruche. C'est étonnant, hein? Le nectar, c'est un liquide qui se trouve dans un petit sac à la base des pistils. L'abeille va le pomper avec sa langue. C'est une sorte de tuyau flexible qu'elle sort d'entre ses mandibules. Ensuite, elle va emmagasiner le nectar dans son jabot et elle butine de fleur en fleur jusqu'à ce que le jabot soit plein. Pour le pollen, eh bien, celui-ci se colle naturellement sur le corps de l'abeille quand elle butine. Et quand elle en a suffisamment sur le corps, eh bien, elle le rassemble en se brossant avec ses pattes avant. Elle en fait de grosses pelotes qu'elle accroche sur ses pattes arrière. Et ensuite, elle ramène tout son chargement à la ruche. Butiner, c'est rigolo, mais la récolte n'est possible que s'il fait soleil et quand il y a des fleurs, du printemps à l'automne. Et c'est tout un art. Pour retrouver le chemin de la ruche, les abeilles ont un système de navigation très développé. Elles mémorisent des repères au sol, s'orientent avec le soleil. Elles sont aussi capables de voir le soleil à travers les nuages et de percevoir le champ magnétique de la Terre. Eh, pas mal pour une si petite tête. De retour à la ruche, il faut ranger le pollen. Les magasinières aspirent le nectar des butineuses et en remplissent leur jabot. On appelle ça l'échange trophylactique. Waouh! Les magasinières déposent ensuite ce nectar dans les alvéoles. Puis elles le pompent et le régurgitent plusieurs fois, de jour comme de nuit, parce qu'elles n'ont pas peur de travailler 24 heures sur 24, elles. Y a personne? Bon, dis donc, Jamy, faudrait peut-être penser à notre miel quand même. Mais quand est-ce qu'elle le fabrique? En v'là une? Elle le fabrique maintenant. Le nectar liquide contient du sucre, du saccharose précisément. Et ce saccharose est composé de deux constituants, du glucose et du fructose. Pour faire du miel, il faut séparer ces deux constituants. C'est exactement ce qui se passe quand la salive de l'abeille entre en contact avec le nectar. Elle contient, cette salive, un produit, on appelle ça un enzyme, qui brise les liaisons entre le glucose et le fructose. Cela dit, ce n'est pas encore du miel, c'est beaucoup trop liquide. Par conséquent, les abeilles à l'intérieur de la ruche vont ventiler au-dessus des alvéoles pour que l'eau s'évapore. Et quand il reste moins de 20% d'eau, eh bien, les abeilles placent un opercule de cire. On a du miel, exactement comme ici sur ce rayon. Là, c'est bouché, on a du miel. Là, ce n'est pas encore bouché, ce n'est pas encore du miel. Au pied de chaque ruche, il y a la piste d'atterrissage et de décollage. Il y a beaucoup de monde, mais le trafic aérien est très bien réglé. D'ailleurs, les butineuses qui décollent d'ici savent exactement où elles vont chercher leur nourriture. Elles ont une sorte de plan de vol, car les abeilles communiquent entre elles. Quand une abeille a trouvé une bonne adresse de restaurant, un beau champ de fleurs, elle s'empresse de rentrer à la ruche pour prévenir ses copines. Et ensuite, tout le monde y va. Tiens, petite, t'as trouvé quelque chose, toi? Bah vas-y, va les prévenir. T'as l'autorisation d'atterrir. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait sombre là-dedans? On n'y voit rien du tout. Il paraît que pour indiquer le chemin des fleurs, les abeilles dansent. Oh, on dirait qu'il y en a une qui dessine un 8. C'est fou ça. Mais c'est ça la danse des abeilles? Moi j'y comprends rien du tout, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Traduction. Quand l'abeille rentre chez elle, elle regarde le soleil. Puis elle mesure l'angle qu'il y a entre le soleil et la fleur d'où elle vient. En l'occurrence, 110 degrés. Ensuite, elle pénètre dans la ruche. À l'intérieur de la ruche, chaque rayon représente en fait une carte. Comme les abeilles se dirigent toujours par rapport au soleil, eh bien elles ont décidé que le haut du rayon indiquait la direction du soleil. Et là, l'abeille commence à danser. Elle va dessiner un 8. Regardez bien, l'axe qu'il y a entre les deux boucles du 8 indique 110 degrés à gauche du soleil. Les abeilles ont la direction, la distance maintenant. 1, 2, 3, 4,
5 frétillements pour 7 espèces d'abeilles. Chaque frétillement compte pour 20 mètres. Par conséquent, la fleur est à 100 mètres. Les abeilles vont donc sortir de la ruche, regarder le soleil, tourner de 110 degrés à gauche et voler pendant 100 mètres. Elles arrivent à la fleur. Eh, écoutez, écoutez. Eh oui, c'est le chant des reines. Les abeilles communiquent aussi avec le son. Attention, je vais naître, tu peux partir. C'est ce que dit la future reine à la vieille reine à l'intérieur de la ruche. La danse, le son, il manque plus que les odeurs alors. Les odeurs jouent un rôle très important chez les abeilles, d'une part pour la recherche de nourriture, les odeurs des fleurs les attirent sur les fleurs, et d'autre part dans la colonie, grâce aux phéromones, qui sont des odeurs émises par les ouvrières ou par la reine à destination des autres abeilles. Cette phéromone modifie le comportement des abeilles ou même leur physiologie. L'odeur de la reine, c'est la signature de la colonie. C'est grâce à elle que les abeilles se reconnaissent. Les ouvrières, elles, émettent 2 sortes de phéromones. S'il y a de l'orage, elles disent aux butineuses « Revenez vite !» Et quand elles piquent, leur odeur dit « À l'attaque !» À Bure-sur-Yvette, on cherche à comprendre comment le cerveau de l'abeille analyse les odeurs et transmet les informations. Il paraît qu'il y aurait des ressemblances avec l'homme. Eh Jamy, viens voir, j'ai trouvé ce qu'il nous faut. Des ruches pleines de miel perdues au milieu des champs. Mais il faut faire vite parce qu'on va bientôt les déménager, toutes ces ruches. Et oui, ça fonctionne souvent comme ça, un rucher de production. On déplace les ruches pour suivre les floraisons. Par exemple, toutes ces ruches ont été placées pendant plusieurs semaines dans les champs de colza. Ensuite, elles vont aller dans une forêt de châtaigniers et puis elles finiront la saison au milieu des tournesols. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut les faire produire, ces petites abeilles. Bonjour, monsieur Pateau. Bonjour. Expliquez-moi quelque chose. Oui. Comment on fait pour produire du miel? Parce qu'en principe, les abeilles, elles produisent pour elles, pour le manger. Il ne devrait plus nous en rester à nous. Si, parce que les abeilles emmagasinent toujours au maximum, parce qu'elles prévoient l'hiver. Donc dans une ruche de production, on trouve plusieurs étages. Au rez-de-chaussée, il y a le couvain, ce sont les appartements particuliers, avec les nids et avec les réserves de nourriture pour les abeilles. Et au-dessus, il y a la hausse. Et là, en principe, le miel, il est pour nous. Alors comment on voit si c'est prêt à être récolté, si le miel est mûr, comme on dit? Parce que le miel étant mûr, les abeilles l'ont cacheté, ils ont mis une opercule. D'accord. Après ça, là, il a une concentration qui lui permet de se conserver. Parce que là, c'est fermé. Alors on peut les ouvrir pour voir le miel? Oui. En principe, ça devrait être plein de miel, Jamy. Allez, on y va. Alors là, on enlève la couche de cire et il y a du bon miel. Regarde ça, Jamy, c'est pour nous. J'aimerais bien y goûter, mais pas pratique là. Hein. À l'automne, les apiculteurs laissent quand même assez de miel dans la ruche pour que les abeilles tiennent jusqu'au printemps. Mais il n'a pas de gants, mais comment il fait? Dites monsieur, vous n'avez pas peur d'être piqué? Un jour de mauvais temps, toutes les butineuses sont à la maison et quand vous arrivez, vous les dérangez beaucoup. Donc elles sont plus agressives. Mais un jour de beau temps comme aujourd'hui, elles ont trop de choses à penser. Hein. Elles préfèrent s'occuper de leur travail, donc elles ne s'occupent pas de nous. Monsieur Pateau, lui, fait de l'élevage de rennes. Il prélève des larves d'ouvrières pour les introduire dans une ruche orpheline où, nourries à la gelée royale, elles deviendront des reines. Ces jeunes reines remplaceront les vieilles qui ne pondent plus assez d'œufs. On ne peut rien faire contre leur loi, en définitive. Hein. C'est régenté depuis des millénaires comme ça et on s'adapte. C'est nous qui nous adaptons. Et si le miel a différentes teintes, ce n'est pas à cause des colorants alimentaires, mais des fleurs. Fleurs de forêt, colza ou acacia. Bon, combien t'en veux, Jamy? Un petit pot de miel comme ça? Non, parce que tu sais, ici, on a des réserves. Hein. Avec les 800 ruches, on produit 20 tonnes de miel par an. Et il est bon. Hey, moi aussi, j'en veux. Bon alors, comment fait-on pour récupérer le miel que les abeilles ont stocké dans les alvéoles? Je vous rassure tout de suite, ça ne se fait pas à la petite cuillère, on utilise des machines. Il faut d'abord enlever l'opercule, c'est-à-dire la couche de cire qui recouvre les alvéoles. Et hop, un panier. Une fois que le couvercle de cire est enlevé, on met les rayons dans une centrifugeuse qui va tourner. Elle va tourner tellement vite que le miel va être éjecté à l'extérieur des alvéoles. Ensuite, il n'y a plus qu'à le récupérer. Les abeilles ne font pas que du miel, elles font aussi de la gelée royale. Alors pour récolter de la gelée royale, l'apiculteur commence par priver la ruche de sa reine. Les ouvrières, orphelines, se préparent alors à accueillir une nouvelle reine. Elles vont agrandir des cellules.
Ensuite, vous connaissez la recette pour obtenir une reine. Il faut que le régime gelée royale se prolonge au-delà de 3 jours. Du coup, les nourrices vont remplir certaines cellules de gelée royale. Là, là. Et avant que les larves aient tout mangé, eh bien l'apiculteur intervient et récupère la gelée royale. Alors évidemment, il y en a très peu à la fois. Voilà pourquoi ce produit est extrêmement cher. Tu sais, Jamy, ici, rien ne se perd. On récupère également la cire, soit pour faire des bougies, soit pour faire de nouveaux cadres pour les abeilles. Tu sais, les amorces. Et c'est pas encore fini. Grâce à cette grille qui est placée devant l'entrée de la ruche, eh bien les abeilles sont déchargées d'une partie de leur pelote de pollen. Ensuite, l'apiculteur les récupère grâce à une trappe. Et ce pollen, on peut très bien le manger. En plus de tout ça, Jamy, les abeilles sont très utiles dans la nature. Par exemple, elles permettent à certaines plantes d'avoir des fruits. Ouais, viens voir. Tiens, ici, dans cette serre, grâce aux abeilles, on arrive à faire pousser des melons. C'est pas une blague, hein, tu vas comprendre. Le melon, c'est un fruit. Pour l'obtenir, il faut que la fleur femelle, celle-ci, soit fécondée par le pollen qui, lui, se trouve ici sur la fleur mâle. Seulement voilà, comment faire passer le pollen de cette fleur à celle-ci. Surtout qu'ici, il n'y a pas un brin de vent. La solution, c'est de mettre une ruche sous la serre et de libérer la colonie d'abeilles. Naturellement, les abeilles vont venir butiner et tout en butinant, elles vont transporter le pollen d'une fleur à l'autre. Et voilà, le tour est joué. Et regarde, Jamy, ce que l'on obtient. Un bébé melon. C'est pas mignon, ça? Aïe! Oh! Elle m'a piqué, celle-là, regarde ça! Surtout, ne frotte pas. Quand une abeille pique, elle enfonce son aiguillon dans la peau et injecte son venin. Seulement, l'aiguillon, il est cranté, comme un harpon. Du coup, quand l'abeille s'envole, l'aiguillon et le sac à venin restent en place. 1, l'abeille va en mourir. 2, le petit sac continue à se contracter et à injecter son venin. Par conséquent, si on frotte, on risque fort d'écraser ce sac à venin et d'en vider le contenu. Du coup, lorsqu'on se fait piquer, eh bien, il faut très vite enlever cet aiguillon en veillant bien à ne pas écraser le petit sac. Allez, vite, Fred, il y a encore du venin qui rentre. Retire-le. Aïe! Ça y est, Jamy, je viens d'enlever l'aiguillon. Mais dis donc, hein, ça brûle toujours! C'est normal, ça brûle parce que les vaisseaux au niveau de la piqûre sont dilatés. Et puis, il y a les agents toxiques du venin qui excitent les nerfs. Mais rassure-toi, ça va passer. En revanche, c'est beaucoup plus grave quand on se fait piquer par des centaines d'abeilles en même temps. Là, il y a beaucoup plus de venin. Du coup, tous les vaisseaux sanguins de l'organisme sont dilatés. Ce vaisseau, par exemple, dans lequel il y a, en temps normal, suffisamment de pression pour que le sang remonte jusqu'au cœur. Eh bien, ce vaisseau se dilate, il est plus gros. C'est exactement comme si je le remplaçais par un plus gros tuyau. Celui-ci, et là, regardez, il y a nettement moins de pression. Le sang n'arrive plus à remonter jusqu'au cœur. Le cœur bat très fort pour faire remonter le sang. Il finit par lâcher. Ou alors, ce sont des organes comme le cerveau qui ne sont plus irrigués. Mais attention, ça se produit uniquement quand on est piqué par des centaines d'abeilles en même temps. Heureusement, sans piqûre, c'est rarissime. Mais certaines personnes sont allergiques au venin. Pour elles, une seule piqûre peut être dangereuse. Attention, surtout, on ne gratte pas. Si la réaction est très importante et si c'est tout le bras qui enfle alors qu'on a seulement été piqué à la main, il faut faire un test pour vérifier si on est allergique. Car à la piqûre suivante, ça peut être beaucoup plus grave. Cette personne est allergique. Alors, qu'est-ce qui va se passer si elle est encore piquée? L'enfant ou l'adulte peut à ce moment-là commencer à avoir une réaction sur tout le corps, c'est-à-dire faire une urticaire. Il va être une urticaire, il va enfler, il va se gratter, il risque d'avoir des gènes respiratoires et ça peut encore prendre une allure encore plus importante et il peut avoir des troubles digestifs et même des troubles de la conscience avec en terminale ce qu'on appelle le choc anaphylactique, c'est-à-dire une perte de conscience et une chute de la tension artérielle. Rassurez-vous, il existe des médicaments pour éviter d'en arriver là. Mais le mieux, c'est de laisser les abeilles tranquilles. Elles ne viendront pas vous piquer, elles sont bien trop occupées. T'as raison, Jamy, ça va mieux, hein, mais la prochaine fois, tu iras te faire piquer. Regarde ce que je t'ai ramené. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est une reine. Oh, sûrement, c'est une reine. Bah, regarde au hublot, elles sont toutes venues, elles suivent. Oh, toutes les abeilles, mais on va se faire piquer. Mais non, mais je croyais que tu voulais monter une ruche. Jamy, Marcel, tu voulais pas devenir apiculteur? Et voilà, ce qui termine ma présentation.
J'espère que vous avez appris des petites choses sur les insectes. Je vous remercie de votre attention. De plus, je vous ai préparé un petit document juste pour vous. Bye bye et à la prochaine fois!